Deux montants opposés révèlent une faille. D'un côté, les budgets colossaux engloutis dans des routes qui s'effritent. De l'autre, les coûts soudain réduits lorsqu'un simple déchet devient ressource. Cette rupture inattendue prend forme lorsque l'initiative d'Ibrahim Traoré vient contredire les standards que l'on croyait intouchables. Pourquoi cette solution jugée rudimentaire pourrait-elle, selon vous, modifier profondément la manière dont un pays construit sa souveraineté matérielle ? Et si la clé résidait justement dans ce renversement discret, où un matériau négligé expose les limites d'un système trop sûr de lui ? Le pari paraît simple, mais ses enjeux dépassant largement la technique. Si une route fabriquée à partir de pneus usagés fonctionne durablement, alors tout le modèle économique des infrastructures africaines pourrait basculer. L'intérêt majeur pour les Burkinabés comme pour les observateurs extérieurs réside dans une promesse directe, réduire les coûts tout en renforçant la souveraineté matérielle. D'un autre côté, ce projet oblige à examiner ce que signifie vraiment dépendre de matériaux importés et de contrats dictés par des entreprises étrangères, souvent éloignées des réalités locales. En parallèle, il expose un risque rarement discuté. Si la méthode échoue, la crédibilité du pays et la confiance dans l'innovation locale pourraient être brutalement ébranlées. Un autre regard montre que la question implicite devient plus tranchante. Qu'arrive-t-il lorsqu'un État choisit de rompre avec les normes imposées depuis des décennies ? C'est le cœur du dilemme, audace libératrice ou pari susceptible de tout remettre en cause. La première surprise est venue d'un simple constat. Une route construite à partir de pneus recyclés a résisté à une saison des pluies sans perdre plus de 5% de son intégrité structurelle, un seuil généralement réservé aux matériaux importés. La seconde a suivi immédiatement. Cette performance a émergé d'un chantier communautaire plutôt que d'une entreprise étrangère, révélant un potentiel que personne n'anticipait réellement. En même temps, ce double résultat a replacé le projet d'Ibrahim Traoré dans une perspective beaucoup plus large, où la technique n'est que la partie visible d'une chaîne de causalité politique et économique. Tout d'abord, l'état des routes burkinabées avant le projet constituait un frein majeur. De nombreuses zones rurales se retrouvaient isolées plusieurs mois par an, ce qui ralentissait les circuits agricoles, limitait l'accès aux soins et alourdissait considérablement le coût du transport. Ensuite, la dépendance aux matériaux importés amplifiait cette vulnérabilité. Les entreprises internationales imposaient des prix élevés, des délais longs et des normes peu adaptées au climat extrême du Sahel. Cependant, l'apparition d'une alternative locale, fondée sur un matériau abondant et peu valorisé, a modifié les rapports de force, ne serait-ce qu'en démontrant qu'une solution viable pouvait émerger en dehors des circuits traditionnels. Il est remarquable que la configuration sociale du Burkina Faso ait joué un rôle tout aussi déterminant que la technique elle-même. Pendant de nombreuses années, le pays avait été présenté comme dépendant de l'expertise extérieure. Pourtant, la mobilisation des villages autour de la collecte, du tri et de la transformation des pneus a montré que la compétence locale existait déjà, simplement dispersée et rarement reconnue. À partir de là, le projet a glissé du statut d'expérimentation à celui de symbole, non pas par une opération de communication, mais parce qu'il répondait à une logique tangible. Réduire les coûts, valoriser les ressources disponibles et contourner les blocages institutionnels habituels. Par la suite, ce glissement a alimenté un changement d'attitude au sein d'une partie de la population, moins convaincue par les discours que par la preuve matérielle qu'un autre modèle est envisageable. Dans les premiers villages concernés par l'expérimentation, une figure s'est imposée comme point de repère, non pas par la mise en scène d'un pouvoir, mais par la cohérence d'un choix, celui d'un dirigeant qui refusait de reproduire les méthodes jugées incontournables. Il est notable que l'approche d'Ibrahim Traoré n'ait pas pris la forme d'un programme technocratique, elle s'est matérialisée à travers des ateliers improvisés, où le tri des pneus et la préparation des premiers modules de route s'effectuaient en plein air, sous des abris rudimentaires. Dans un micro-cas, un groupe de cultivateurs a rapporté qu'avant même l'achèvement de la section test, le simple fait de participer au chantier avait modifié leur rapport à l'État. Ils ne voyaient plus des instructions lointaines, mais une action concrète dans laquelle leur contribution comptait réellement. En parallèle,
Une enseignante du village voisin a expliqué que la première portion de route, bien que courte, avait déjà amélioré la circulation des élèves durant les pluies, réduisant les absences de manière perceptible. Ces effets d'immédiat n'étaient pas spectaculaires, mais révélateurs. Chaque geste collectif consolidait l'idée qu'une infrastructure pouvait être construite par ceux qui allaient l'utiliser et non imposée de l'extérieur. Ensuite, l'implication locale a créé un mécanisme inattendu. Les habitants surveillaient eux-mêmes l'évolution du chantier, proposant des ajustements qui, dans un projet classique, auraient nécessité des intermédiaires techniques. En changeant de perspective, cette dynamique a repositionné le rôle du gouvernement en coordinateur plutôt qu'en simple prescripteur. Un changement subtil mais crucial dans un pays habitué aux dispositifs exogènes. La conclusion implicite devenait alors claire. Lorsque les habitants construisent eux-mêmes leur infrastructure, la confiance devient plus durable. Le déclencheur est venu d'une conjonction de contraintes et d'un choix politique assumé. Les routes rurales se dégradaient rapidement, les pluies rendaient certains axes impraticables, les produits agricoles se perdaient en chemin. Les familles parcouraient des distances démesurées pour accéder aux soins. Cette accumulation a créé une pression immédiate sur l'appareil d'État. Il est remarquable que les contrats étrangers accaparent les budgets sans garantir la durabilité attendue. En parallèle, les pneus usagés s'accumulaient dans des décharges improvisées. Le terrain était prêt pour une rupture. Le contexte a fourni l'étincelle initiale. Ibrahim Traoré a alors imposé un virage net. Il a choisi une matière considérée comme inutile. Il a contourné les appels d'offres habituels. Il a mobilisé les communautés plutôt que des prestataires internationaux. Ensuite, il a fixé un calendrier resserré, lancé une section test avant la prochaine saison des pluies. Cette décision a provoqué une montée en intensité. Les premières collectes de pneus ont démarré rapidement. Les villages ont réorganisé leurs tâches quotidiennes. Les équipes ont fragmenté chaque étape du processus pour gagner du temps. Une autre observation montre que l'absence d'intermédiaires a réduit les délais administratifs. Les pneus ont été découpés, chauffés, compactés. Les modules ont été formés un par un. Les gestes étaient précis. Les journées étaient longues. Les ajustements se faisaient en direct. En changeant encore de perspective, la montée en tension a aussi révélé les résistances. Certaines élites locales ont dénoncé un projet improvisé. Plusieurs techniciens ont mis en garde contre le manque d'outillage industriel. Des opérateurs internationaux ont critiqué une méthode jugée archaïque. En parallèle, les habitants des premières zones pilotes ont renforcé leur engagement. Les groupes de travail se sont multipliés. Les femmes ont organisé la logistique alimentaire des chantiers. Les jeunes ont assuré le transport local des pneus. Les anciens ont supervisé le rythme des opérations. Chaque geste alimentait la dynamique. Chaque étape consolidait la cohésion. La montée a atteint son intensité maximale au moment de la pose du premier tronçon. Le compactage final a exigé plusieurs tentatives. La surface a été testée sous différentes charges. Les premières pluies ont frappé. La route a tenu. Cette résistance inattendue a produit la bascule. Elle a mis fin aux doutes les plus immédiats. Elle a déclenché une deuxième vague d'adhésion. L'onde de choc s'est alors étendue rapidement. Les villages voisins ont demandé à rejoindre l'initiative. Les autorités locales ont proposé de repositionner plusieurs budgets internes. Les critiques initiales ont diminué d'intensité. Les observateurs étrangers ont revu leur position. Un nouveau récit a émergé, celui d'une infrastructure construite par les habitants eux-mêmes. Une autre analyse montre que la réussite partielle a poussé certains ingénieurs à examiner la méthode plus sérieusement. Les retours techniques ont affiné les étapes. Les protocoles se sont stabilisés. À partir de là, le projet a pris une dimension nationale. Il ne s'agissait plus d'une expérience isolée. Il devenait un modèle en construction. Il devenait un précédent politique. Il devenait un argument pour réévaluer la relation entre expertise étrangère et souveraineté locale. La chronologie atteignait alors un point évident. Une décision minuscule peut réorienter toute une trajectoire d'infrastructure. Le point de départ reposait sur un constat simple. Les routes traditionnelles absorbaient environ 40% du budget annuel consacré aux infrastructures, tandis qu'une portion équivalente en pneus recyclés réduisait cette charge de moitié. Cette différence a servi de premier indicateur, car elle signalait immédiatement
une possible réorientation des dépenses nationales. L'écart n'était pas seulement financier, il révélait un potentiel d'autonomie rarement observé dans des projets d'une telle ampleur. Ensuite, la résistance aux intempéries a constitué un deuxième repère quantitatif. Les premières analyses ont enregistré une dégradation limitée à 5% après une saison complète de pluies torrentielles. Ce chiffre indiquait une stabilité inattendue, car il dépassait les performances habituelles d'autres matériaux locaux. D'un autre côté, les coûts d'entretien avaient diminué de manière mesurable, ce qui allégeait le fardeau des collectivités rurales. Chaque portion de route tenait plus longtemps avant les premières réparations. Les équipes techniques constataient des cycles d'intervention plus espacés. En parallèle, l'impact sur l'emploi local apportait un troisième indicateur solide. Les estimations montraient que près de 70% de la main-d'œuvre mobilisée provenait directement des villages participants. Ce pourcentage soulignait une redistribution immédiate du revenu, puisque les salaires restaient au sein des communautés. Il est remarquable que cette mobilisation réduisait aussi les coûts liés au déplacement d'équipes externes. L'efficacité logistique s'améliorait au fil des chantiers. Les compétences locales se structuraient progressivement. Ensuite, l'examen des chaînes opérationnelles a permis de décomposer l'ensemble des bénéfices. Les pneus, auparavant destinés à l'enfouissement ou à l'abandon, devenaient un intrant stable et peu coûteux. La collecte ne nécessitait ni matériel sophistiqué, ni procédures longues. Les ateliers improvisés transformaient les modules de route selon une méthode reproductible. Les contrôles de qualité s'effectuaient rapidement grâce à des protocoles simplifiés. Chaque étape se connectait sans rupture excessive. Les délais se réduisaient avec l'expérience. En changeant de perspective, l'analyse macroéconomique a révélé des implications plus vastes que prévues. Les fonds économisés pouvaient être redirigés vers d'autres secteurs prioritaires. La dépendance aux importations diminuait progressivement. Les variations du marché international des matériaux devenaient moins déterminantes. Les pouvoirs publics gagnaient une marge de manœuvre supplémentaire. Les prévisions budgétaires s'établissaient sur des bases plus stables. Ce rééquilibrage renforçait la capacité de planification nationale. Une autre observation montre que les retours des villages apportaient des données qualitatives venant compléter les chiffres. Les habitants constataient une amélioration réelle de la circulation. Les trajets vers les marchés devenaient plus prévisibles. Les déplacements scolaires se faisaient sans interruption prolongée. Les producteurs agricoles limitaient les pertes dues à l'isolement. Les micro-commerces voyaient leur fréquentation augmenter. Ces effets n'étaient pas spectaculaires individuellement, mais cohérents dans leur ensemble. À partir de là, l'ensemble du dispositif prenait la forme d'une matrice mesurable. Les chiffres ne validaient pas seulement une idée, ils dessinaient un modèle. Ils montraient comment une ressource abandonnée pouvait structurer un segment entier de politique publique. Ils prouvaient qu'une innovation née dans un contexte de contrainte pouvait atteindre une robustesse opérationnelle inattendue. Ils confirmaient qu'un changement de paradigme n'avait pas besoin de technologies lourdes pour émerger. Ils suggéraient qu'une méthode simple mais reproductible pouvait s'imposer durablement. La relation entre situation de départ et de transformation devenait claire. Quand les données tiennent debout, le modèle se diffuse de lui-même. Les premières critiques sérieuses venaient de spécialistes des infrastructures qui soutenaient que les routes construites à partir de pneus recyclés ne garantissaient pas la même stabilité structurelle que les matériaux conventionnels. Selon eux, la résilience à long terme dépendait d'alliages et de techniques hautement contrôlées, impossibles à reproduire dans des ateliers ruraux dépourvus d'équipements industriels. Ils redoutaient qu'une telle approche crée des faiblesses invisibles, susceptibles de se révéler brutalement après plusieurs cycles climatiques. A l'inverse, certains ingénieurs faisaient valoir que les projets trop artisanaux perdaient en précision et augmentaient les risques pour les usagers au fil des années. D'un autre côté, une seconde ligne d'opposition, portée par des acteurs économiques internationaux, affirmait que l'usage massif de pneus recyclés demeurait une impasse environnementale. Selon eux, chauffer et compacter de grandes quantités de déchets produisait une empreinte carbone difficile à mesurer. Ils craignaient que le procédé ne génère des résidus nocifs, mal gérés dans des contextes où les normes de dépollution restaient limitées. En parallèle, ils avertissaient
que la dépendance à une ressource locale fluctuante, les pneus usagés, risquait d'interrompre les chantiers, créant des routes inachevées ou hétérogènes. Cette critique se concentrait sur la stabilité de l'approvisionnement et sur la reproductibilité du modèle dans des régions moins densément peuplées. Une autre analyse impose toutefois de reconnaître que ces critiques soulevaient des risques réels, qu'aucun projet d'innovation ne peut se permettre d'ignorer. Toutefois, les données issues des premières zones pilotes apportaient un contre-argument mesurable. Les routes construites n'avaient subi qu'environ 5% de dégradation après une saison de pluies intenses, ce qui dépassait les performances prévues par plusieurs observateurs sceptiques. En parallèle, les coûts d'entretien diminuaient de manière constante, permettant aux collectivités de réinvestir localement plutôt que de dépendre d'opérateurs extérieurs. Les ateliers communautaires ne remplaçaient pas une industrie lourde, mais ils démontraient une reproductibilité sur plusieurs villages, avec des cycles d'amélioration visibles d'un chantier à l'autre. En changeant de perspective, l'analyse comparative montrait que les méthodes traditionnelles se dégradaient, elles aussi rapidement dans les zones les plus touchées par les intempéries. Le problème ne venait donc pas du matériau seul, mais de son adéquation avec le climat du Sahel. En ce sens, la flexibilité du pneu recyclé offrait une alternative pragmatique, et non une imitation à bas coût des standards internationaux. L'argumentation honnête se referme ainsi. Une critique solide n'a de valeur que si les données tiennent face à elle. La rupture s'est produite soudainement. Les premières pluies violentes sont arrivées plus tôt que prévu. Les équipes locales craignaient un effondrement rapide de la section test. Les critiques attendaient un échec visible. Le sol détrempé a mis la structure à l'épreuve, le trafic quotidien a accentué la pression mécanique. D'un autre côté, les observateurs étrangers suivaient silencieusement l'évolution du chantier. En parallèle, les habitants surveillaient chaque mètre de route. Il est remarquable que la surface n'ait presque pas bougé. Les modules compactés ont conservé leur forme. Les déformations initiales, minimes, se sont stabilisées sans intervention. Cette stabilité inattendue a créé un basculement narratif. À partir de là, le projet n'était plus un pari expérimental, mais une preuve matérielle qu'un matériau négligé pouvait résister aux conditions extrêmes. Ensuite, l'approche d'Ibrahim Traoré a commencé à être perçue autrement, non comme une provocation politique, mais comme une alternative crédible aux modèles importés. Les villages voisins ont compris qu'il ne s'agissait plus d'un essai isolé. Une autre observation montre que la réussite face au climat a dissipé une partie des doutes initiaux. En changeant d'angle, ce point central a redéfini l'enjeu. Si une route issue d'un déchet résiste là où des modèles coûteux échouent parfois, alors l'architecture même des choix publics devient discutable. La révélation devient claire, l'efficacité réelle est toujours plus forte que le scepticisme. Dans les zones agricoles, les routes en pneus recyclés ont transformé la manière dont les produits circulent entre les villages et les marchés. En parallèle, la réduction des temps de trajet a permis de limiter les pertes post-récolte, surtout durant les périodes humides où les cultures se détérioraient rapidement en attente de transport. Il est remarquable que les familles installées loin des axes principaux aient vu leur accès aux soins s'améliorer, car les véhicules de santé pouvaient désormais atteindre des hameaux autrefois isolés. Ensuite, la stabilité de ces routes a encouragé certains villages à relancer des cultures qu'ils avaient abandonnées faute d'accès constant au marché. Les petites entreprises locales ont bénéficié d'une circulation plus régulière, ce qui a fluidifié les chaînes d'approvisionnement internes. En parallèle, les coûts logistiques ont diminué pour de nombreux commerçants car les véhicules ne s'endommageaient plus aussi rapidement sur les pistes dégradées. Une autre observation montre que plusieurs ateliers communautaires ont vu le jour autour de la collecte et de la transformation des pneus, générant une microéconomie nouvelle et relativement stable. En changeant de perspective, cette dynamique économique naissante a mis en évidence un effet secondaire majeur, la baisse progressive de la dépendance envers les grandes entreprises de construction, jusque-là dominantes dans le secteur. À partir de là, les autorités publiques ont pu réévaluer leur répartition budgétaire, car la réduction des coûts de construction libérait des marges pour d'autres priorités. Il est remarquable que les administrations locales aient gagné en capacité d'intervention
étant moins contrainte par les appels d'offres internationaux et les délais qu'ils impliquaient. D'un autre côté, la réussite des sections pilotes a renforcé la position d'Ibrahim Traoré dans les discussions sur la souveraineté matérielle du pays, puisqu'un procédé simple démontrait une efficacité tangible. Ensuite, la transparence accrue des chantiers, réalisée en pleine participation communautaire, a contribué à réduire certaines tensions entre population rurale et représentants de l'État. Dans les pays voisins, plusieurs délégations ont observé les premiers tronçons avec prudence, mais aussi avec curiosité face à une solution aussi peu coûteuse. En parallèle, l'idée qu'un matériau considéré comme déchet puisse remplacer partiellement des matériaux importés a provoqué un débat discret sur la dépendance régionale aux entreprises étrangères. En même temps, quelques experts africains ont commencé à documenter le procédé, non pour l'imiter directement, mais pour analyser les conditions de reproductibilité dans divers contextes. Une autre observation montre que la progression du projet burkinabé a réveillé une question plus large. Que se passerait-il si d'autres États adoptaient le même type d'alternative locale pour leurs infrastructures, mais pour en analyser les conditions de reproductibilité dans des contextes variés? Une autre observation montre que la progression du projet burkinabé a réveillé une question plus large. Que se passerait-il si d'autres États adoptaient le même type d'alternative locale pour leurs infrastructures? Le scénario de référence repose sur la continuité des avancées actuelles. Les tronçons existants se stabilisent, les ateliers communautaires affinent leurs méthodes et les autorités locales élargissent progressivement la carte des zones prioritaires. Dans cette trajectoire modérée, le gouvernement renforce ses mécanismes de suivi, tandis que les équipes techniques établissent des protocoles plus homogènes entre les régions. En parallèle, les économies réalisées sur les chantiers permettent d'alimenter d'autres programmes ruraux, sans pour autant bouleverser la structure institutionnelle du pays. La progression reste régulière, mesurée, ancrée dans la prudence mais soutenue par des indicateurs fiables. Le scénario optimiste envisage une accélération nette du processus. Il est remarquable que la réussite répétée des routes en pneus recyclés attire l'attention de plusieurs partenaires africains qui proposent des coopérations horizontales centrées sur la réplication du modèle. Une autre observation montre que les ateliers régionaux deviennent de petites plateformes d'innovation, où l'on expérimente des variantes techniques adaptées au microclimat. Les résultats positifs renforcent la légitimité d'une approche née du terrain, encourageant un dialogue plus égalitaire entre le Burkina Faso et ses interlocuteurs extérieurs. Dans ce scénario, les 12 mois à venir pourraient marquer l'entrée du pays dans un rôle de référence continentale en matière d'infrastructures accessibles et souveraines. Le scénario pessimiste repose sur 3 risques principaux. D'abord, une pénurie ponctuelle de pneus dans certaines zones pourrait ralentir la cadence de construction, révélant des faiblesses logistiques encore peu anticipées. Ensuite, une opposition diplomatique accrue de certaines multinationales pourrait compliquer l'accès à des outils ou à des financements secondaires, même lorsque ceux-ci ne sont pas directement liés au projet. D'un autre côté, une dégradation climatique exceptionnelle, une saison de pluie anormalement violente pourrait endommager plusieurs tronçons simultanément, créant un doute public difficile à dissiper rapidement. Dans cette situation, les progrès seraient freinés, sans toutefois remettre en cause la viabilité fondamentale du modèle. En changeant de perspective, ces 3 trajectoires ne doivent pas être lues comme des prédictions figées, mais comme des cadres d'orientation. La recommandation intellectuelle devient claire, évaluer un modèle par scénario et non par attentes absolues. Dans l'espace public africain, ce projet ne touche pas seulement les techniciens et les décideurs. Il résonne aussi chez ceux qui observent l'évolution de leur communauté depuis des années. Il est remarquable que les habitants des zones rurales voient dans cette méthode un rééquilibrage concret, car elle redonne de la valeur à des territoires longtemps perçus comme périphériques. En parallèle, les familles éloignées des centres urbains interprètent ces routes comme un signe tangible que leur quotidien peut changer sans dépendre de structures extérieures. D'un autre côté, la diaspora suit cette évolution avec un mélange d'intérêt et de prudence, consciente que les symboles ne suffisent pas, mais que les preuves matérielles, elles, modifient les imaginaires collectifs. À partir de là, un second groupe, les jeunes diplômés, lit le projet sous un angle différent.
Il ne s'agit pas seulement d'une innovation, mais d'un signal montrant qu'une compétence locale peut s'inscrire dans un cadre professionnel durable. Les ateliers de transformation créent des espaces d'apprentissage informels où les savoirs techniques circulent de manière horizontale. Ensuite, cette dynamique ouvre des perspectives à ceux qui cherchaient à s'engager dans des initiatives concrètes plutôt que de dépendre d'opportunités limitées dans les grandes villes. Une autre observation montre que le sentiment d'utilité immédiate nourrit une forme de confiance collective, souvent absente des programmes venus d'ailleurs. Dans un troisième ensemble, les observateurs extérieurs, chercheurs, journalistes, analystes, perçoivent ce projet comme un laboratoire politique. En changeant d'angle, ce n'est pas seulement la technique qui retient leur attention, mais la manière dont une décision locale bouscule les narratifs dominants sur les capacités africaines en matière d'infrastructure. Cette lecture alimente une réflexion sur la diversité des modèles possibles, loin des prescriptions standardisées appliquées depuis des décennies. Chaque portion de route devient un cas d'étude, mais aussi une invitation à revoir les cadres d'analyse concernant l'action publique africaine. Le message implicite de fin de section devient clair: observez attentivement les petits changements, car ils annoncent souvent de grandes trajectoires. Une seconde piste modeste, prendre le temps d'observer les preuves avant d'adopter ou de rejeter un modèle. La première étape consiste à structurer un réseau national de collecte. Les communes identifient leurs points de dépôt. Les équipes locales coordonnent les ramassages hebdomadaires. Les volumes disponibles sont mesurés par district. Il est remarquable qu'un tableau de suivi simple suffise pour anticiper les flux. Le critère d'évaluation reste clair: quantité de pneus collectés par semaine. La deuxième étape repose sur la création de centres régionaux de transformation. Ensuite, chaque centre reçoit un module de formation standardisé. Les ateliers adoptent une séquence commune: tri, découpe, chauffage, compactage. D'un autre côté, les contrôles de qualité se font à intervalles réguliers. Le calendrier se fixe selon des cycles de 10 jours. L'indicateur principal devient la stabilité des modules produits. La troisième étape vise à harmoniser les chantiers. Les municipalités planifient les zones pilotes. Les équipes communautaires appliquent les protocoles régionaux. En parallèle, les techniciens vérifient l'épaisseur, la courbure et la résistance de chaque segment. Les ajustements se font en temps réel. La mesure clé porte sur la durabilité observée après les premières pluies. La quatrième étape intègre la supervision étatique. À partir de là, le gouvernement d'Ibrahim Traoré établit un tableau de coordination pour relier les centres, les communes et les équipes de terrain. Les décisions budgétaires reposent sur des données réelles plutôt que sur des estimations. Les retours mensuels deviennent obligatoires. Les priorités régionales s'alignent sur la capacité locale à maintenir la cadence. Le résultat attendu se lit dans la cohérence entre planification et exécution. La cinquième étape ouvre la porte à l'extension continentale. Une autre observation montre que le Burkina Faso partage des protocoles simplifiés avec des partenaires africains. Les échanges techniques permettent d'adapter la méthode au climat voisin. Les données circulent plus vite que les infrastructures. Le succès se mesure à la reproductibilité, non à l'ampleur immédiate. Le parcours devient clair. Un modèle durable est un modèle capable de se normaliser lui-même. Le souvenir du vieil homme qui avait frappé la première route de sa canne continue de traverser les récits locaux. Dans ce geste simple, les habitants avaient perçu quelque chose qui dépassait la technique. L'idée qu'un pays pouvait réorienter son destin à partir d'un matériau que personne ne regardait. Il est remarquable que cette scène ait pris un relief nouveau à mesure que les tronçons se multipliaient. En parallèle, les villages l'évoquaient comme un moment où la souveraineté cessait d'être un mot abstrait pour devenir une surface que l'on pouvait toucher, mesurer, emprunter.